Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, présidente du Rassemblement national, députée du Pas-de-Calais. Marine Le Pen, l'épidémie coronavirus s'intensifie. Est-ce que de nouvelles restrictions vous paraissent indispensables ? Certainement, mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? C'est ça la vraie question. Moi, ce qui me frappe depuis le début de cette épidémie, c'est l'absence totale d'anticipation de la part du gouvernement. Alors, on pouvait encore peut-être leur pardonner pour la première vague, mais c'est vrai qu'on a tendance à trouver ça impardonnable pour la seconde. Il y a 3 semaines, le Premier ministre nous a réunis, les présidents de partis politiques et les présidents de groupes. Je lui ai demandé de fournir à la représentation nationale les plans de gestion de crise. Normalement, c'est fait par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il y a des plans pandémie et il m'a dit qu'il allait nous les transmettre. Il ne nous les a pas transmis. Pourquoi ? Parce que probablement, ils n'existent pas. Et peut-être parce que l'épidémie évolue régulièrement et qu'elle est localisée, plus localisée que nationalisée, si je puis dire. Justement, c'est pour ça qu'on fait des plans. Alors, on fait des plans de gestion de crise. Comment est-ce qu'on fait lorsque l'ensemble du territoire augmente de manière uniforme, lorsque plusieurs villes augmentent, des départements, ça s'appelle un plan de gestion de crise. Est-ce que depuis mars, ils n'auraient pas pu se pencher sur la mise en œuvre d'un plan de gestion de crise ? Ils ne l'ont pas fait. Alors on se retrouve avec un gouvernement qui, nonobstant le fait qu'il donne des injonctions contradictoires depuis depuis même février dernier, eh bien se retrouve, donne le sentiment en tout cas, de prendre des décisions la veille pour le lendemain. Des restrictions sont indispensables selon vous, de nouvelles restrictions. Est-ce que, je ne sais pas moi, le couvre-feu, des reconfinements locaux. Est-ce qu'on peut s'entendre ? Les restrictions, c'est quand on a tout raté. Oui. D'accord ? Bon. Alors, ou quand l'épidémie progresse. Non, mais d'accord. Mais qui est responsable de la progression de l'épidémie ? Est-ce le gouvernement ou est-ce que ce sont les Français ? Non. Qui sont les responsables de la recrudescence de l'épidémie ? Toutes les études qui ont été faites démontrent que le peuple français est un des peuples les plus disciplinés par rapport aux injonctions qu'on lui a données. Encore faut-il, encore une fois, que ces injonctions... Vous le trouvez discipliné ? Oui, je le trouve discipliné, oui, compte tenu des sacrifices qu'on leur demande. Mais je vous rappelle quand même que pendant des mois, on nous a dit que les masques étaient inutiles et que même ils étaient dangereux. Que brutalement, on nous a dit qu'il fallait absolument les porter. Que pendant des mois, on a dit que les jeunes ne risquaient rien. Que maintenant, on dit que ce sont les jeunes qui risquent parce qu'ils sont les vecteurs de contamination. Donc, ces injonctions contradictoires entraînent une conséquence très grave, c'est qu'elles aggravent en réalité la perte de confiance dans les demandes dans le gouvernement et donc une forme d'indiscipline ou en tout cas de contestation de ce que demande le gouvernement. Et puis quand je vous dis toutes les restrictions, c'est quand on a raté le reste. Oui. Je rappelle quand même que la seule stratégie qui est efficace, tester, tracer, isoler, soigner. Tout dysfonctionne dans ce domaine. Je veux dire, aucun contrôle des flux entrants. Il y a encore un ferry marocain qui est arrivé avec aucun contrôle. On s'est aperçu qu'il y avait qu'il y avait des cas. Les avions, ça continue à entrer, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a aucune cohérence dans la gestion des flux entrants. Les tests sont anarchique, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de politique de priorisation de la part du gouvernement. C'est très long pour avoir les résultats. Mais c'est là où ça pêche. Comme c'est très long pour avoir les résultats, en réalité, quand on a les résultats, on est quasiment guéri. Et entre-temps, on a très certainement contaminé toute une série de personnes. Moi, j'aimerais qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas un lit supplémentaire quasiment depuis mars dernier de réanimation. J'aimerais qu'on nous dise qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher des soignants qui aujourd'hui ne veulent plus travailler parce qu'ils sont en burn-out. Est-ce qu'on va faire appel au privé ? Est-ce qu'on va faire appel à des retraités ? Ça s'appelle un plan pandémie. Et puis, qu'on nous donne des informations. Où sont les clusters ? On nous dit les clusters, ce sont les foyers. Mais on nous a expliqué qu'on fermait les restaurants parce que c'était les restaurants. Si le gouvernement pouvait être clair, alors il serait respecté, entendu, et les Français comprendraient ce qu'on attend d'eux. Marine Le Pen, vous parlez de tracé. Il y a cette application. Vous ne l'avez pas téléchargée, moi non plus d'ailleurs. Je vous le dis. Pourquoi ? Alors moi je l'ai pas tracé parce que je l'ai pas téléchargé. Stop Covid et non pas Télé-Covid. Parce que il me semblait que toutes les conditions de sécurité, de traitement des données n'avaient pas été confirmées.
aux Français. Donc moi, je ne veux pas que mes données soient traitées par je ne sais quel pays étranger, grande entreprise étrangère. Voilà. Encore une ou deux questions sur cette épidémie. Arras et Nain-Beaumont, dans votre circonscription, la situation est sérieuse. J'ai regardé ça de près, elle est sérieuse. Que demandez-vous au préfet ? De nouvelles restrictions? Je ne sais pas, vous êtes député, Nain-Beaumont. Que demandez-vous? Encore une fois, je demande au préfet de mettre en place les conditions pour que la population puisse se tester et avoir des résultats le plus rapidement possible, pour qu'elle puisse s'isoler véritablement, parce qu'il n'y a aucun contrôle des isolements. Et s'il le faut, fermeture des bars, des restaurants. Mais si on ne peut plus faire autrement, mais il faut qu'on ne puisse plus faire autrement. Et puis il va falloir penser aussi à un moment donné à pas laisser la charge de ces décisions aux bars et aux restaurants, parce qu'ils vont tous mourir. Je veux dire, ils vont tous fermer. Donc, j'avais proposé, dès le confinement, dès le mois d'avril, de mettre en place un fonds d'aide aux entreprises de moins de 1000 salariés, un fonds de proximité. Tout de suite, sans condition, sans remplir des dossiers avec des critères inouïs dans une bureaucratie kafkaïenne, immédiatement, toutes les entreprises de moins de 1000 salariés qui étaient obligées de fermer avaient 1500 € de forfait plus 1000 € par salarié. Si on avait fait ça, on ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où en réalité, beaucoup d'entreprises ont épuisé leurs fonds propres, leur trésorerie, et se retrouvent dans une situation économiquement Alors parlons de la dramatique. situation économique. La discussion du budget 2021 a commencé à l'Assemblée nationale sur fond de crise sanitaire. Ce plan de relance, est-ce que vous demandez des contreparties aux aides, les baisses d'impôts accordées aux entreprises ? Oui, ça me paraît la moindre des choses. Déjà, je demandais ça au moment du CICE. Vous vous souvenez, on a donné énormément d'argent aux entreprises sans aucune contrepartie. Mais quelle contrepartie alors ? Je sais pas, le maintien, par exemple, au moins le maintien de l'emploi. On ne peut pas dire aux entreprises on va vous donner des dizaines de millions sans leur demander que ces dizaines de millions servent à protéger l'emploi. Or, ça n'a pas été le cas pour le CICE, et en quelque sorte, on commet à nouveau les mêmes erreurs. Alors, on nous explique qu'on va demander des contreparties écologiques, etc. Mais l'urgence, on est en situation d'urgence. On doit inscrire dans la loi des contreparties. Bien sûr, l'urgence aujourd'hui, c'est de préserver l'emploi. Mais je suis pas dupe, je sais très bien, et je l'ai dit, que ce sont les TPE-PME qui sont le cœur de l'emploi dans notre pays. Donc, ce sont elles qui doivent bénéficier de toute l'attention avec du des gouvernement. Contreparties aussi pour les PME, TPE. Et oui, mais c'est pas le cas. Je veux dire, Non, mais vous demandez aussi des contreparties pour les PME et TPE. Non, la situation peut être différente en fonction de la taille de l'entreprise. Il faut que je comprenne. Non, mais demandez des contreparties. Non, mais la situation peut être différente en fonction de la taille de l'entreprise. Excusez-moi, mais le CICE... Donc des contreparties pour les grandes entreprises, mais pas pour les PME. Mais les CICE, par exemple, c'est pas les TPE et les PME qui l'ont touché. Non, Bon, je ne d'accord. parle pas du CICE, là. Je vous parle de ce plan de relance. Voilà. Et des baisses d'impôts. Les baisses d'impôts, ça concerne toutes les entreprises, Marine Le Pen. Oui. Donc... Vous dites, d'accord, baisse d'impôts, d'accord, contrepartie pour les grandes entreprises. On parle, là Est-ce que vous demandez des contreparties pour les PME? Je vous le demande. De quoi on parle? On parle des baisses d'impôts, mais ils n'ont même pas d'activité. Enfin, écoutez, on est en train de parler d'impôts. On parle déjà de ce qu'ils devraient payer à l'État. De production. Mais oui, mais tant mieux. Parce qu'au lieu de leur donner de l'argent, mieux vaut ne pas leur en prendre, figurez-vous. Tant mieux. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire des baisses d'impôts aujourd'hui pour avec les des entreprises. Contreparties demandées aux PME. Plutôt que leur donner des subventions, mieux vaut, encore une fois, plutôt que leur donner de l'argent, mieux vaut ne pas leur en prendre. Est-ce que vous demandez des contreparties à l'argent versé ou les baisses d'impôts qui concernent les PME? On sait, mais les TPE-PME, on sait de quoi on parle. Une TPE-PME, mais oui, je connais. Non mais d'accord, mais elle ne licencie pas pour le plaisir. Elle se prive d'un salarié quand elle licencie. D'accord? Alors que les grandes entreprises, bien souvent, elles font des licenciements boursiers, c'est-à-dire que pour pouvoir délivrer des dividendes plus importants... Donc contrepartie uniquement aux grandes entreprises. À leurs porteurs, oui, je crois, oui. Au-delà d'un certain seuil. Tout ça se discute avec elles. Mais encore une fois, je pense que le cœur de cible, ça doit être les TPE-PME. Or, je note que dans le plan de relance, c'est 3 milliards sur 100, c'est-à-dire 3% seulement pour les TPE-PME. Il est mal orienté, ce plan de relance. Bien, la lutte contre la pauvreté qui s'aggrave, parce que l'une des conséquences dont on ne parle pas de cette crise sanitaire, c'est l'aggravation de la pauvreté dans ce pays. Que faut-il faire? Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir? Je ne sais pas moi. Augmenter le RSA, verser le RSA aux moins de 25 ans, augmenter d'autres aides sociales, que feriez-vous? Bon, d'abord, il va falloir arrêter de créer des taxes. Parce qu'on nous a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts.
c'est quand même particulièrement malhonnête. Sur votre antenne ce matin, on entendait qu'il allait y avoir une augmentation de l'essence. Des taxes sur l'essence, oui. Voilà, d'accord. Et qu'il allait y avoir la création d'une taxe sur les jouets. Le 95, oui. Bon, mais ils vont faire ça tous les jours, il va y avoir des nouvelles taxes à nouveau, alors que justement, les Français sont dans une situation très difficile. Je suis désolé, mais les taxes sont des impôts. Il faut arrêter de jouer sur les mots. Avec quand même une baisse des prélèvements obligatoires. Donc, est-ce qu'on peut arrêter... Dans ce budget, par rapport au budget précédent et aux années précédentes. Oui, d'accord. Enfin, oui, d'accord. En règle générale... Oui. Non, pardon. On va s'y arrêter 2 minutes. Parce qu'on nous a vendu des très grandes baisses d'impôts. On nous a dit Emmanuel Macron a baissé massivement les impôts. Il a baissé massivement les impôts des très, très riches. D'accord ? 60% d'augmentation des dividendes en 2018. 60% d'augmentation des dividendes. 23 milliards. Donc, évidemment, en supprimant l'ISF et en mettant une flat tax, il a avantagé, mais en réalité, une partie minime de la population. Alors, qu'est-ce que je ferai là en urgence ? J'arrêterai toutes les taxes nouvelles qui sont envisagées. Je prononcerai une baisse de l'énergie, du prix de l'électricité, du prix du gaz, du prix de l'essence. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'ils Donc font. vous baisseriez les taxes sur les carburants. Je dirais, vous voyez, cette année, ils ont décidé d'augmenter de 5 milliards la contribution à l'Union européenne. Eh bien, je ferai un moratoire sur cette augmentation de la contribution à l'Union européenne, qui, objectivement, pour l'instant, n'en a pas besoin. Et je prendrai ces 5 milliards pour venir en aide aux populations les plus modestes de notre pays. Comment vous augmenteriez le RSA, par exemple ? Les aides sociales, d'autres aides sociales ? Oui, bien sûr, mais il y a 1000 manières de le faire. Vous augmenteriez les aides sociales ? Mais je veux dire, Monsieur Bourdin, non, mais il y a 1000 manières de le faire. Bon. De manière provisoire, on peut parfaitement, y compris directement sur la feuille d'impôt, puisque maintenant, permettez-moi de vous dire, mais il y a le prélèvement automatique. Oui, bon, automatique, et par conséquent, on peut très bien inverser la machine pour aller donner une aide à ceux qui, dans notre pays, sont aujourd'hui en train de basculer ou sont déjà dans la pauvreté. Oui, Marine Le Pen, il y a une mesure qui est très contestée au sein même de votre mouvement, c'est la retraite à 60 ans. Est-ce que vous allez abandonner cette idée ? Écoutez, je lis ça dans les journaux. Oui, je lis ça partout, moi aussi. Ah oui, non, mais c'est étonnant parce que moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un dans mes instances venir me demander de supprimer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Je répète toujours avec 40 annuités, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'on entre sur le marché du travail de plus en plus tard et qu'avec les accidents de la vie professionnelle, ceux qui auraient virtuellement la possibilité de partir à 60 ans sont probablement aujourd'hui quasi inexistants. Voilà, parce que quand on rentre à 23 ans sur le marché du travail ou à 25 ans et qu'on a besoin de 40 annuités, alors on sort à 63 ou à 65 ans. Donc déjà, c'est très difficile. Je dis, arrêtons de demander en permanence des sacrifices aux Français, alors qu'il y a des économies à faire. Monsieur Bourdin, l'éolien, ça nous coûte 8 milliards d'euros par an. Ça ne fonctionne pas, ça défigure les territoires, c'est épouvantable, ça pose des problèmes de santé publique, peut-être, d'après ce que disent certains, et ça nous coûte une fortune. Bon, je suis navré de vous dire que l'immigration, je sais que c'est un sujet qui parfois est sensible pour vous, mais l'immigration, il faut qu'on l'arrête en situation de crise. Pourquoi sensible pour moi ? Parce que vous réagissez quand non, j'en parle. Je réagis. Non, je réagis, je veux savoir. Mais Monsieur Bourdin, continuez à accueillir 270 000... Il n'y a rien sur l'immigration dans le plan. Oui. Continuer à accueillir 270 000 personnes par an, alors qu'on a 6 millions de chômeurs officiels, si je puis me permettre, 9 millions de pauvres et ça va s'aggraver, que nos hôpitaux sont saturés. Ça n'a aucun sens qu'il y ait une crise du logement qui est considérable. Où est-ce qu'on les loge ? Comment on les soigne ? Quel travail on leur donne ? Ça n'a pas de sens. Dans la loi séparatisme, il doit y avoir un volet immigration. Mais évidemment. Évidemment, mais pour une raison simple. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas de cohérence à lutter contre le fondamentalisme islamiste sans lutter contre l'immigration anarchique. Il faut que nous sachions, évidemment, qui entre sur notre territoire. Même si la menace islamiste a été désignée... dorénavant désigné, c'est ce que vous avez dit après le discours d'Emmanuel Macron. D'accord, bon, très bien, ok. Oui, vous savez, il y a une citation chinoise qui dit « le mot chien ne mord pas ». D'accord ? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire les choses ou de les écrire pour que les problèmes soient réglés. Bon, moi je dis que le fondamentalisme islamiste depuis 20 ans dans notre pays est en grande partie d'importation.
d'importation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont venus dans notre pays porter une exigence de mise en œuvre de la charia, qui non seulement veulent vivre séparément, mais ça n'est qu'une étape, mais en réalité souhaitent imposer leur mode de vie à ceux qui sont autour d'eux, c'est-à-dire d'abord aux autres musulmans, mais également à ceux qui ne sont ni musulmans ni croyants. Ça, c'est inadmissible. Donc il faut évidemment agir sur ce sujet. Bien. Marine Le Pen, ce projet de loi, on ne sait pas tout. Hein. On a quelques grandes lignes sur ce projet de loi. Vous pourriez le voter ou pas? On ne sait pas tout. Vous pourriez le voter ou pas? On ne connaît même pas le titre. Oui. Défense de la laïcité, peut-être. Non, mais d'accord, mais vous, ça fait, vous pourriez le voter ou pas? Monsieur Bourdin, que ça fait 3 ans qu'il travaille. Est-ce que vous pourriez le voter? Est-ce que vous pourriez voter Non, je ne le pense pas, parce que je pense que les amendements que je ferai ne seront pas reçus. Très certainement seront retoqués. Mais ça ne veut pas dire que dans ce texte, il n'y a pas un certain nombre de sujets avec lesquels je ne serai pas d'accord. Je veux dire, évidemment, entre l'absence totale de contrôle des financements étrangers des mosquées et le contrôle des financements étrangers des mosquées, je préfère le contrôle des financements étrangers des mosquées, même si je pense que ça ne va pas assez loin. Donc je participerai à ce travail législatif avec beaucoup d'honnêteté, mais je suis convaincu que le résultat ne sera pas à la hauteur de ce qui est nécessaire de faire. L'apprentissage de l'arabe, vous êtes... C'est pas l'apprentissage de l'arabe, parce que ça existe déjà. Bon, oui, ça existe dans des conditions... ça existe déjà. Oui, enfin, c'est pas toujours évident. Comme les autres langues vivantes. Pas toujours, moins que les autres langues vivantes. Comme les autres langues vivantes. Mais ce qu'ils veulent, c'est une grande langue, c'est une grande culture. Généraliser l'apprentissage de l'arabe. Moi, mon problème, je regarde les choses telles qu'elles sont, Monsieur Bourdin. On n'est pas obligé en 6e, chaque élève à apprendre l'arabe. Non, mais moi, je regarde les choses... C'est pas l'intention, apparemment. D'accord, moi, je regarde les choses telles qu'elles sont. Je vois que nous avons une grande partie de l'immigration que nous n'avons pas réussi à assimiler, probablement d'ailleurs en grande partie en raison du nombre trop important de cette immigration depuis 20 ans. Bon. Plutôt que de travailler à cette assimilation qui passe par la maîtrise du français, parce que le meilleur moyen de réussir en France, Monsieur Bourdin, et vous pourrez me raconter tout ce que vous voulez, c'est de parler correctement le français et de correctement l'écrire. C'est ça la priorité absolue. Or, plutôt que de faire ça, on renvoie les enfants à leur culture d'origine, à leur langue d'origine. Mais apprendre une langue, est-ce que ça empêche un enfant d'apprendre à écrire français ou à bien écrire français? Est-ce que c'est la Franchement, je vous pose la question. Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est apprendre l'arabe empêchera un enfant de bien écrire français, ou de bien connaître la langue française? Est-ce que la priorité de l'école, ça ne doit pas être ça? C'est une vision, en fait. N'est-ce pas la priorité déjà, non? Mais vous voyez bien qu'il y a une vision. Mais apprendre des langues étrangères. Oui, d'accord, Monsieur Bourdin. Mais encore une fois, ça existe déjà. Bon. Donc, quand un gouvernement vient vous dire, il faut accélérer, élargir l'apprentissage de l'arabe, c'est juste électoraliste. Sauf que ça va pas dans le bon sens. Marine Le Pen. C'est ça que je viens dire. L'insécurité, est-ce que l'insécurité est le point faible de notre pays, comme le reconnaît lui-même le Premier ministre? Un des points faibles. C'est ce qu'il dit. Moi, il dit le point faible de notre pays. Bon, c'est ce qu'il dit. Oui, un des points faibles, si vous voulez. Oui, c'est terrifiant. La situation de l'insécurité en France est terrifiante. Et moi, je pense que le gouvernement s'honorerait à faire des comparaisons avec les pays européens pour s'apercevoir de la gravité de la situation et de l'ambiance dans laquelle vivent aujourd'hui les Français, qui sont confrontés à cette insécurité qui a explosé. On a parlé hier du commissariat de Champigny. On se pose la question, mais est-ce qu'il y a une aggravation des actes contre les forces de l'ordre? Oui, spectaculaire. Spectaculaire. On est aujourd'hui à 65 000 agressions par an contre les forces de l'ordre, gendarmes et policiers. On était à 55 000 pendant les émeutes de 2005. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, c'est considérable, ça a augmenté de 60% en 20 ans. Donc oui, nous payons des années de laxisme, de culture de l'excuse, de Dupond-Moretti, de Christiane j'allais Taubira, vous parler de Dupond-Moretti. Et j'en passe et des meilleurs. Tiens, j'allais vous parler d'Éric Dupond-Moretti, qui a fait cette proposition jeudi dernier, ici même, à votre place. Il dit il faut absolument encadrer ou recadrer les mineurs délinquants ou les jeunes majeurs délinquants avec l'armée. Oui, mais c'est une... Faire appel à l'armée pour les recadrer. Bonne idée ou mauvaise idée? C'est une posture.
C'est-à-dire parce qu'il veut faire oublier ses déclarations sur les pauvres gamins déchirés par la vie. Donc il y a sûrement un conseiller ministériel qui lui a dit tiens, mets armée dans ton discours parce que ça va faire plaisir aux gens, ça va faire autorité, etc. Bon, la réalité c'est que ça a existé déjà. Il y a eu des structures telles que celle-là. Les épides, créées par Alliot-Marie, par exemple, qui étaient effectivement gérées par des militaires. Ça marchait pas trop mal. Ouais, mais ça marchait pas trop mal. Oui. Alors pourquoi ne pas le service militaire, le service militaire adapté en outre-mer, ça marche pas mal aussi. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, est-ce qu'on peut essayer d'avoir une vision globale du problème de l'insécurité dans notre pays ? C'est-à-dire les moyens qui sont donnés à la police, les consignes qui leur sont données, les ordres. Parce que moi, je les ai lus, les ordres qui sont donnés à la police. En réalité, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas réagir. Ils peuvent pas répondre lorsqu'ils sont confrontés à la criminalité. Vous regardez très souvent, évidemment, les dépêches de l'agence France Presse. Regardez le nombre de dépêches qui font état d'émeutes et qui terminent par « il n'a été procédé à aucune interpellation ». Comment c'est possible qu'il soit procédé à aucune interpellation à Champigny, alors qu'il y a 40 voyous, 40 délinquants qui viennent attaquer un commissariat au mortier. Réponse du ministre, faut interdire les mortiers. Non mais écoutez, franchement, c'est pas au niveau. Et demain, ils balanceront des frigidaires et on dira faut interdire les frigidaires. C'est quoi le sujet ? On voit que c'est pas au niveau. Donc il faut une grande politique. Moi, je peux pas vous la résumer en 3 minutes, mais j'ai fait un livre blanc sur la sécurité de 74 pages. J'appelle les gens à aller le regarder sur le site du Rassemblement national. Mais j'attends toujours le livre blanc qui a été promis en juillet 2019 par le Premier ministre, promis par M. Castaner en octobre, et dont nous n'avons pas vu le début d'un commencement d'une ligne. Marine Le Pen, j'ai 2 questions pour terminer politique. Est-ce que vous allez abandonner la présidence de votre parti ? J'y réfléchis pour pouvoir me présenter comme étant la candidate de tous les Français et pas la candidate d'un parti politique. Vous avez déjà politique. décidé, vous y réfléchissez, vous avez déjà décidé, franchement. J'y réfléchis. Oui. Quand est-ce que vous déciderez ? De toute façon, après le prochain congrès, puisque le congrès doit me légitimer en quelque sorte comme candidate à la présidentielle. Ce sont les adhérents qui choisissent. Si vous êtes légitimé, vous abandonnez la présidence. Je verrai. Je n'ai pas encore pris ma décision, mais est-ce que je vous la transmettrai dès que ce sera fait. Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan vous a répondu ? Oui, il m'a répondu que les Français choisiront au premier tour le meilleur candidat. Donc, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. C'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'efficacité. Donc voilà, moi j'en appelle à nouveau à lui, à ses troupes, à ses élus, en leur disant écoutez, venez de travailler. On peut faire à la présidentielle quelque chose de formidable et donner à nouveau de l'espoir aux Français. Marine Le Pen, merci. 8h56 RMC et BFM TV.